Europe 1, 2022. Dimitri Pavlenko. À 8h42, on a franchi une nouvelle étape hier dans la bataille des sanctions économiques visant à dissuader la Russie de poursuivre ses offensives en Ukraine. Les Américains interdisent l'achat d'hydrocarbures russes, gaz, pétrole, charbon. Alors on va tenter de cerner ce matin les conséquences de cette décision à laquelle les Européens à ce stade rechignent. Mais peut-être d'ailleurs que cet embargo s'applique de fait déjà à nous en vertu de l'extraterritorialité du droit américain. Plus généralement, on voit se former une vilaine petite équation économique du fait de cette guerre. On parle de rationnement, de pénurie, d'inflation. Le baril de pétrole est à $131 ce matin. On parle de baisse de la croissance aussi. Il y a quand même un petit parfum de 73 qui flotte dans l'air. Alors le gouvernement prépare un plan de résilience. Quel sera le prix de la guerre? Par ailleurs, on dit qu'elle écrase la campagne présidentielle, mais est-ce qu'au contraire, en fait, elle ne pose pas sur la table les sujets de fond pour le pays? Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Guillaume Bigot, politologue, éditorialiste, membre de la revue Front Populaire. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Et Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Dimitri. Oui, je commence avec vous. Tiens, cette question, est-ce que finalement cette guerre dont on dit qu'elle écrase la campagne, est-ce qu'en réalité elle ne pose pas les vrais sujets? C'est la question que se pose ce matin le Figaro. Je me suis permis, Vincent, de vous l'emprunter, mais je la pose à Louis ce matin. En effet, je suis d'accord avec ça. Ça fait surgir sur le premier plan des questions qui n'étaient pas vraiment posées dans le débat politique français ces dernières années, et à commencer par celle d'aujourd'hui, qui est celle des choix énergétiques et de la souveraineté, de l'indépendance. On constate, et au-delà de la question militaire, la question de la défense, qui sont plus liées à l'armée, mais il y a des questions fondamentales qui n'ont pas été posées pendant longtemps dans le débat, et notamment sous le quinquennat Macron, et auxquelles Macron lui-même n'a réagi qu'à la fin, quand il annonce par exemple son nouveau plan pour le nucléaire. Il ne le fait qu'à la fin de son quinquennat. C'est pour répondre à ces questions de choix énergétiques pour permettre la souveraineté. Ce qui est intéressant, on a entendu la position de Joe Biden hier, qui interdit les importations de gaz et pétrole russe aux États-Unis. C'est typiquement la position du président d'un pays qui peut se le permettre grâce à son indépendance, grâce à une souveraineté énergétique. Les États-Unis sont premier exportateur de pétrole et de gaz. Ils peuvent évidemment se passer du gaz et du pétrole russe. À partir de là, sa position ne coûte pas cher du tout. Ça ne coûte rien à Joe Biden d'expliquer qu'il n'importera pas, qu'il fera même un embargo sur le gaz et le pétrole russe. En tout cas, un embargo américain. L'Europe ne veut pas, la France ne peut plus que l'Allemagne, mais c'est là qu'on se retrouve dans la quadrature du cercle. Louis, le gallon de carburant, il est quand même à $5 en ce moment aux États-Unis. Bien sûr, et puis partout, il se répercute sur les prix. Non, mais il se répercute partout sur les prix. Mais le problème pour la France, le problème pour l'Europe en particulier, c'est que la France, à la limite, au prix d'un effort des particuliers qui sont déjà bien éprouvés par la hausse des prix de l'énergie, pourrait peut-être se passer du gaz russe sur un court ou moyen terme. Mais faire ça de la part de la France, c'est déclarer la guerre à l'Allemagne, tout simplement. Et tout l'enjeu du sommet de Versailles demain et vendredi, avec les dirigeants européens, c'est de voir dans quelle mesure l'Europe peut enfin rattraper son retard sur cette question de l'indépendance énergétique, évidemment. Vincent Trémollet de Villers, on a l'impression aussi que de crise en crise, on l'avait vu pour le Covid avec la création de l'emprunt commun Next Generation EU de 750 milliards d'euros, à chaque crise, un nouveau saut fédéral d'une certaine manière. On apprend dans la presse, par exemple, que la France pousse la création d'un fonds de mutualisation pour absorber le choc de la guerre. C'était dans Le Monde samedi. Et voilà, il y a cette tentation de répondre à ces enjeux de dépendance et de souveraineté, et bien par un saut fédéral européen supplémentaire. Alors, c'est vrai, et le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements contraires, en fait, qui s'affrontent avec la crise, depuis la crise du Covid et avec la crise provoquée par la guerre en Ukraine, qui sont les mouvements suivants. Il y a d'abord une impulsion européenne réelle que vous avez décrite, qui est notamment souvent poussée par Emmanuel Macron, mais derrière, il y a des réalités concrètes et politiques qui font que l'État-nation redevient le cadre politique sur lequel l'opinion et les chefs d'État veulent s'appuyer. Si on prend l'exemple militaire, il y a le retour de la puissance. L'Europe sort de l'idée du doux commerce et du droit pour revenir à la puissance, et on invoque l'Europe de la défense. Mais dans les cas concrets, c'est l'armée française qui va augmenter son budget, et c'est l'Allemagne qui peut-être va décider de débloquer 100 milliards, pourquoi pas pour faire une armée européenne, pour faire une armée allemande. Donc ces deux mouvements contraires, pour le moment, sont parallèles, à un moment ils vont se croiser. La question, c'est comment ils vont s'articuler l'un avec l'autre. Et c'est ça qui est, à mon avis, explosif sur le plan politique. Voilà, qui est explosif sur le plan politique et sociétal. C'est-à-dire que les opinions ne sont pas
sont d'accord pour un déclaratif européen contre Poutine et pour soutenir l'Ukraine, mais une fois qu'on sort de l'émotion, de la sidération, une guerre, c'est d'abord une sidération, ensuite de l'émotion, et qu'on arrive aux conséquences pratiques du conflit, là, les craquements vont arriver. Et on va peut-être voir à Versailles des craquements sur l'énergie, entre l'Allemagne et la France, sur la défense et sur la campagne électorale française. Moi, je serais d'une immense prudence devant les enquêtes d'opinion aujourd'hui qui sont très spectaculaires, parce que la situation est tellement mouvante qu'une fois encore, quand on sera passé de l'émotion d'une guerre que l'on voit de loin, que les Ukrainiens subissent dans leur chair, mais que nous, à laquelle nous assistons à la télévision ou nous entendons à la radio, a des conséquences dans la vie quotidienne des gens. Les bouleversements peuvent être aussi spectaculaires qu'ils l'ont été ces jours-ci. Voilà, rappelons, alors pour parler de choses très concrètes, que le gasoil s'approche de 2 € le litre. L'inflation à 7% avant la fin de l'année. Beaucoup d'économistes commencent à dire ça n'est absolument pas impossible. Les prévisions de croissance vont être sans doute revues à la baisse. Bon, voilà, là on est dans le très concret, Guillaume Bigot. Alors ce à quoi faisait allusion Vincent Trémollet de Villers à l'instant à propos de la campagne, c'est Emmanuel Macron donné à 33,5% au premier tour. Ça évidemment, ça va sans doute bouger. Pas de boule de cristal, mais ce qui est très, très paradoxal, c'est que ça renforce bien sûr sa légitimité. Et d'un autre côté, les enquêtes d'opinion montrent aussi qu'il y a une inquiétude très très forte à l'égard de la guerre et aucune adhésion à la guerre. Il y a une très forte sympathie pour la cause des Ukrainiens, légitime. On se projette sur eux et on souffre pour eux, mais il y a une très grande peur de la guerre et être entraîné dans un conflit. Donc Emmanuel Macron qui peut à la fois jouer, j'ai pas besoin de descendre dans l'arène, j'ai d'autres chats à fouetter, et qui joue un rôle de facto dans cette crise. Son prestige s'en trouve rehaussé, et par ailleurs, il a pour l'instant une position aussi très plus attentiste qu'atlantiste en fait. C'est-à-dire qu'il modère un peu les choses. Je pense que voilà, là où ça pourrait vraiment s'inverser. C'est s'il prenait fait et cause pour une sorte d'emballement euro-atlantique, puisque les États-Unis ont déjà donné à la Pologne une sorte de blanc-seing pour échanger les anciens avions type Sukhoi contre des nouveaux avions américains. Alors, les Américains veulent pas finalement. Ils viennent de le dire ce matin, les MiG-29 contre des F-16 américains, ça va pas se faire. C'est une bonne nouvelle. Mais pour revenir sur la question qu'on posait tout à l'heure, la situation actuelle ce matin, Louis l'a très bien dit, l'embargo américain coûte pas bien cher à Washington à l'égard des hydrocarbures russes. Nous, Européens, nous trouvons littéralement pris en étau. Avez-vous vu vous avez sans doute vu cette menace brandie par les Russes de dire vous prenez une nouvelle sanction, c'est simple, Nord Stream 1. Qui fonctionne toujours à plein tube, on coupe. On est pris, on est au milieu de la pince là. Oui, alors effectivement, si on prolonge, on peut dire que les Américains vont vendre des armes parce que la puissance européenne et le fantasme de souveraineté militaire européen, ça veut dire concrètement plus de commandes pour les industries d'armement américaines. Les Allemands ont tout de suite expliqué qu'ils vont tout de suite commencer par acheter des armes américaines. Donc nous, notre idée, c'est qu'on pourrait être les rois du pétrole dans cette affaire d'une certaine, si vous me passez l'expression. Oui, j'allais vous le dire. Il y aurait une sorte d'effet d'aubaine géostratégique pour la France en tant qu'État-nation et même avec une vision, disons, de l'Europe comme levier d'Archimède de la puissance française, puisque d'un côté, on avait de quoi avoir assuré une autonomie énergétique avec la filière nucléaire contrôlée de A à Z. On l'a un peu abîmé, mais tout de même, il y en a de beaux restes. On va regretter de ne pas avoir lancé des EPR il y a 15 ans. Évidemment. Ouais. Mais si je peux me permettre, on peut quand même s'étonner de voir François Hollande, l'ancien président de la République, qui a fermé Fessenheim, faire une tribune dans Le Monde dans laquelle il demande qu'on n'importe plus de gaz russe et un petit appel à la sobriété. Il y a quand même non, mais là c'est la différence immense entre le déclaratif et les possibilités politiques concrètes dont parlait Louis Alter que Joe Biden lui peut se permettre parce qu'il a préparé cette autonomie. Et un autre sujet d'alerte, c'est l'alimentation. Quand on entend le ministre de l'Agriculture, c'est passé un peu inaperçu, mais alerté sur le fait qu'à la fin de l'année, on pourrait ne plus avoir suffisamment de réserves de blé notamment, ça pose question. Il y en a beaucoup qui criaient dans le désert jusqu'ici en disant attention, la souveraineté alimentaire de la France qui était conquise de haute lutte depuis les années 60-70 est menacée avant même le conflit en Ukraine. Voilà, c'est pas la fin qui nous guette, c'est plus des prix élevés. Bien sûr que non, mais ajouter à cela les prix des matières premières flambaient déjà, les récoltes apparemment
ne s'annonce pas bonne sous toute réserve du printemps. Les cours flambent au niveau mondial. Cette guerre va encore les faire flamber un peu plus. Ouais. Voilà, la question n'est pas immédiate, mais elle risque de se poser sérieusement d'ici à la fin. Alors, Guillaume Bigot, décroissant malgré nous, finalement, de cette crise-là, qu'on dit accélératrice de tendance, en termes de décarbonation, en termes de sortie de la dépendance aux hydrocarbures, va nous pousser à une certaine forme de décroissance. On a longtemps pensé qu'on pourrait faire une sorte de transition douce vers un modèle économique plus propre. Sans doute qu'on va passer vers une phase de souffrance quand même, c'est-à-dire de pénurie, de rationnement. Il y a deux sorties possibles. Soit on se dit effectivement la hausse des prix des énergies fossiles en général, pas que du gaz, puisqu'il y a un entraînement de toute l'élévation des prix des matières premières, va rendre relativement plus avantageux des alternatives énergétiques, et donc la transition énergétique va pouvoir être finançable, puisque finalement c'était une trop bonne équation économique que d'avoir du gaz et du pétrole. Maintenant, l'équation est différente, et il en va de même d'ailleurs pour la mondialisation en général, qui repose sur le transport du gaz naturel liquéfié d'ailleurs aussi, entre parenthèses, qui repose sur le transport maritime. Oui. Donc là, ça va devenir trop cher. Donc la mondialisation peut devenir une équation trop chère. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir recours au nucléaire davantage, puisque c'est la seule solution disponible à court terme. C'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y a un coup de semonce, et on sait bien. C'est comme ça qu'on s'en était sorti. 15 000 éoliennes en France, d'ailleurs, dans les années 60-70, on avait conquis quand même une indépendance énergétique. Si on n'avait pas fait les foufous dans ces dernières années, qu'on avait mis tout ce parc à niveau, qu'on avait investi correctement, etc., on n'en serait pas là d'une certaine façon. Et je vous rappelle qu'on est quand même beaucoup moins dépendant, en raison de l'approvisionnement en Algérie, bien sûr, du gaz russe, mais en général, on a une indépendance énergétique plus forte que les autres. C'est la transition énergétique présentée et voulue de façon idéologique et fanatique par Angela Merkel qui nous entraîne dans cette dépendance. Il y a quand même un moment où c'est la volonté d'avoir des énergies renouvelables, donc intermittentes, qui entraîne la dépendance au gaz de l'Allemagne. Donc il faut aussi une réflexion sur ces impératifs de transition énergétique. Sur le principe, tout le monde est d'accord, mais derrière, on voit les conséquences vertigineuses d'un certain nombre de mouvements très, très soudains, et qui ont été pris pour des raisons démagogiques, et que la France a voulu suivre. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, l'éolien était considéré comme l'énergie positive et le nucléaire comme une énergie négative à écarter. Donc je crois que il faut s'interroger là-dessus. Ensuite, sur la sobriété, moi je comprends, et quand j'entends le ministre de l'économie qui dit que les gens doivent faire attention, mais les gens font attention. Il faudrait quand même, là je trouve que c'est une nouvelle illustration du décalage entre les métropoles et le reste du pays, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas aller en vélo électrique au marché d'Aligre à acheter des légumes oubliés. C'est pas la vie des gens, ça. Et donc les gens font attention à leur essence, font attention à leur chauffage, font attention à leur budget. Peut-être devront-ils faire encore plus attention, mais on n'est pas face à une prodigalité inconséquente de gens qui jouiraient des possibilités énergétiques comme des enfants. Non, ce n'est pas ça. Il y a des millions et des millions de Français qui déjà serrent leur budget, et peut-être que la demande que l'on va leur faire aura aussi des conséquences sociales, voire politiques, dans les échéances qui s'annoncent dans quelques jours. Et on a une ironie énorme, c'est qu'on est une puissance militaire, on est une puissance alimentaire, on est une puissance nucléaire, et donc cette crise devrait nous mettre au cœur du jeu. Ben, vous allez voir que ça ne va pas du tout être le cas. Bon, j'avais une dernière question pour vous, on ne va pas avoir le temps, je vous la réserve pour la semaine prochaine, si d'ici là il n'y a pas de 100 millions de choses qui se sont produites, mais non, il y a cette question majeure de l'élargissement de l'Union européenne à 3 entrants, Géorgie, Moldavie, Ukraine, en vertu de procédures accélérées qui en réalité n'existent pas, avec aussi un risque militaire, puisqu'il y a une clause de solidarité entre les membres de l'Union européenne en vertu du traité de Lisbonne. On se garde la conversation pour une autre fois. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce matin au micro d'Europe 1. Guillaume Bigot, Louis Osalter, Vincent Trémollet de Villers. Tiens, je vous ai sous la main, Louis. La une de Marianne demain, ce sera sur Poutine. Vers où nous emmène-t-il ? Tiens, quelle surprise. Bonne journée à tous les trois.